Dans les archives poussiéreuses de l'évêché de Reims, un document daté de 1847 révèle une vérité qui aurait dû rester enterrée à jamais. La baronesse Élisabeth de Montclerc n'est pas morte de maladie comme l'affirment les registres officiels. Elle a été retrouvée dans les ruines du couvent de Sainte-Adèle, les mains liées par des cordes bénites, le visage tourné vers un crucifix brisé, dans une position qui suggère qu'elle a choisi sa propre fin ou qu'on l'y a aidée. Avant de continuer cette histoire troublante qui va révéler l'un des secrets les plus sombres de l'aristocratie française, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez ce soir. Votre présence nous accompagne dans ces récits oubliés par l'histoire officielle. L'hiver de 1847 s'abat sur la région champenoise, avec une rigueur inhabituelle qui semble annoncer des bouleversements plus profonds que le simple changement de saison. Les vignobles de la vallée de la Marne disparaissent sous un manteau de neige qui persiste depuis décembre, transformant le paysage en un tableau figé d'une beauté mortelle. Les routes deviennent impraticables, isolant les domaines aristocratiques dans un silence pesant qui amplifie tous les non-dits. Dans ce décor hivernal, le château de Montclerc dresse ses tours sombres contre un ciel plombé, témoignage silencieux d'une splendeur qui s'effrite jour après jour, comme les pierres de ses façades rongées par les intempéries et l'abandon. Les fenêtres du deuxième étage, autrefois illuminées par les fêtes somptueuses qui faisaient la renommée de la famille, demeurent désormais closes, leurs volets battant au vent comme des paupières fatiguées. Depuis la Révolution, les fortunes aristocratiques oscillent entre renaissance miraculeuse et ruine totale, au gré des changements politiques et des revirements de l'opinion publique. La monarchie de Juillet a redonné espoir à certaines lignées habiles à naviguer dans les eaux troubles de la politique. Mais pour d'autres, le retour au faste d'antan demeure une chimère douloureuse qui les consume lentement. La famille de Montclerc appartient à cette seconde catégorie, prisonnière d'un passé glorieux qui contraste cruellement avec une réalité financière catastrophique. Les créanciers se pressent désormais aux portes du château comme des corbeaux attendant la charogne. Maître Pellerine, notaire de Reims dont la famille sert les Montclerc depuis 3 générations, ne cache plus son inquiétude lors de ses visites hebdomadaires. « Madame la baronne », lui répète-t-il avec la patience lasse de qui a vu sombrer tant de grandes familles, « il faut vous résoudre à vendre au moins la ferme de Villers. Les intérêts de vos dettes s'accumulent plus vite que les revenus de vos terres. » Mais Élisabeth de Montclerc oppose à ces conseils de bon sens un silence obstiné, comme si elle attendait un miracle qui ne viendra jamais. À 42 ans, cette femme qui fut l'une des beautés les plus admirées de sa génération, porte désormais sur son visage les stigmates d'une lutte intérieure qui la dévore. Ses cheveux châtains, autrefois coiffés avec une élégance recherchée, sont désormais négligemment tirés en arrière, révélant des tempes prématurément grisonnantes. Le couvent de Sainte-Adèle, situé à 3 lieues du château par un chemin de terre qui serpente entre les collines plantées de vignes, incarne lui aussi cette époque de contradictions profondes. Fondé au XIVe siècle par dame Isabelle de Montclerc en expiation d'un péché inavouable selon la légende familiale, l'établissement religieux a traversé les siècles en gardant jalousement ses secrets dans ses murs de pierre blonde que le temps a patinés d'une teinte dorée. L'architecture du couvent témoigne de ces différentes époques de construction. L'aile occidentale, la plus ancienne, présente les caractéristiques du gothique flamboyant avec ses voûtes élancées et ses fenêtres ornées de dentelles de pierre. L'aile orientale, reconstruite au XVIe siècle après un premier incendie mystérieux, affiche un style Renaissance plus sobre mais non moins élégant. Entre les deux s'étend un cloître dont les arcades abritent un jardin où les sœurs cultivent les simples destinés à leur pharmacie. Supprimé durant la terreur dans la fureur iconoclaste qui s'empara de la région, le couvent avait vu ses biens dispersés et ses religieuses contraintes à l'exil ou à la clandestinité. Certaines avaient péri sur l'échafaud, d'autres avaient trouvé refuge dans des familles compatissantes, attendant des jours meilleurs pour reprendre leur vocation. La restauration partielle sous l'Empire avait permis le retour de quelques sœurs,
Mais l'établissement n'avait jamais retrouvé sa splendeur d'antan. En 1847, Sainte-Adèle n'abrite plus qu'une poignée de religieuses cloîtrées dirigées par Mère Angélique de Beaumont, une femme de 60 ans au regard perçant dont la réputation de sainteté n'égale que celle de son intransigeance en matière de discipline monastique. Fille d'une famille de petite noblesse ruinée par la Révolution, elle avait pris le voile par vocation sincère, mais aussi par nécessité, le couvent offrant à une femme sans dot un refuge honorable. Sous sa direction, la communauté observe une règle d'une sévérité qui rappelle les temps héroïques de la chrétienté médiévale. Les sœurs se lèvent à 4 heures pour les matines, passent leur journée entre prières, travail manuel et lecture spirituelle, ne parlent qu'aux heures autorisées et jeûnent 3 jours par semaine. Cette discipline rigoureuse attire paradoxalement les vocations. Dans une époque troublée par les bouleversements sociaux, certaines âmes trouvent dans la clôture monastique une paix que le monde extérieur ne peut plus offrir. L'atmosphère religieuse de cette époque mélange dévotion sincère et calcul politique dans un équilibre précaire. L'Église, meurtrie par les bouleversements révolutionnaires qui ont décimé son clergé et dispersé ses fidèles, reconquiert lentement son influence grâce à une stratégie subtile d'adaptation aux nouvelles réalités sociales. Les prêtres formés dans les séminaires clandestins de l'émigration reviennent avec une foi trempée par l'épreuve, mais aussi une méfiance profonde envers les idées modernes. Les familles aristocratiques ruinées trouvent parfois dans la piété un refuge spirituel authentique, mais aussi un moyen de préserver les apparences et de maintenir leur rang social malgré leur déchéance matérielle. Les couvents deviennent des havres pour les femmes que les circonstances ont brisées, veuves sans ressources, filles sans dot, épouses délaissées, mais ils sont également des prisons dorées où l'on cache les scandales et où l'on fait disparaître les témoins gênants. La baronne Élisabeth de Montclerc disparaît par une nuit de février 1847 d'une froideur sibérienne, laissant derrière elle un château vide de domestiques et une montagne de dettes qui achèvent de ruiner sa lignée séculaire. Cette disparition soudaine surprend d'autant plus qu'elle survient au moment où la baronne semblait avoir trouvé une solution à ses difficultés financières, du moins selon les rumeurs qui circulaient dans les salons de Reims. Âgée de 42 ans, veuve depuis 10 années du baron Édouard de Montclerc, emportée par une fièvre typhoïde contractée lors d'un voyage d'affaires en Allemagne, elle incarnait jusqu'alors la résistance aristocratique face à l'adversité avec une dignité qui forçait l'admiration même de ses détracteurs. Belle encore malgré les épreuves qui avaient creusé son visage et voûté ses épaules. Cultivée au point de rivaliser avec les femmes de lettres de la capitale, parlant couramment l'italien et l'allemand acquis lors de voyages de jeunesse, elle entretenait une correspondance suivie avec les salons parisiens et recevait régulièrement des personnalités de la capitale. Sa demeure, malgré les restrictions budgétaires, demeurait un foyer de culture et d'élégance où se réunissaient les esprits les plus raffinés de la région. Les soirées musicales qu'elle organisait le premier vendredi de chaque mois attiraient des mélomanes venus de Reims et même de Paris. Son salon de lecture, tapissé de livres reliés cuir et éclairé par de hautes fenêtres donnant sur les jardins à la française, était réputé pour la qualité de ses discussions littéraires et philosophiques. Pourtant, depuis l'automne précédent, son comportement avait progressivement intrigué puis inquiété son entourage proche. Les habitués de ces réceptions avaient remarqué des sautes d'humeur inexplicables, des silences prolongés au milieu d'une conversation, des regards perdus vers des horizons invisibles. Madame de Roquigny, sa plus proche amie depuis l'enfance, confiait à ses intimes « Élisabeth n'est plus la même ». On dirait qu'elle porte un secret si lourd qu'il l'écrase peu à peu. Le père Joachim Dubois, confesseur de la famille depuis 20 ans et homme de grande expérience spirituelle formé au séminaire de Saint-Sulpice, avait confié à l'évêque ses préoccupations croissantes concernant l'état spirituel de sa pénitente. Dans une lettre retrouvée dans les archives diocésaines et rédigée de sa main tremblante d'octogénaire, il évoque des tourments de conscience d'une nature si particulière
qu'il dépasse l'entendement d'un simple prêtre de campagne et nécessiterait peut-être l'intervention d'un directeur spirituel plus expérimenté dans les affaires délicates. Cette correspondance révèle l'ampleur des troubles qui agitaient l'âme d'Élisabeth. Madame la baronne vient me voir presque quotidiennement depuis la Toussaint, écrit le père Dubois. Ses confessions durent parfois plus d'1 heure, et je la vois ressortir du confessionnal plus agitée qu'elle n'y était entrée. Elle évoque constamment des fautes passées qu'elle n'arrive pas à nommer précisément, des réparations qu'elle doit accomplir, des dettes spirituelles qu'elle traîne depuis des années comme un boulet. Le dernier témoignage fiable concernant la baronne remonte au 18 février 1847, date gravée dans la mémoire de Marie-Jeanne Roussel, ancienne femme de chambre de 45 ans, restée fidèle à sa maîtresse malgré l'impossibilité d'être payée depuis 8 mois. Cette femme simple mais perspicace, qui avait vu grandir Élisabeth et l'avait servie avec un dévouement maternel, la décrit ce jour-là comme étrangement sereine, presque souriante, après des semaines de prostration qui nous faisaient craindre pour sa raison. Madame la baronne avait retrouvé cette grâce dans les gestes que je ne lui avais pas vus depuis des mois, raconte Marie-Jeanne dans sa déposition détaillée au bailli de Reims. Elle s'était levée plus tôt que d'habitude, avait pris soin de sa toilette comme au beau jour, et portait cette robe de velours grenat qu'elle réservait aux grandes occasions. Quand je lui ai demandé si elle attendait de la visite, elle m'a répondu avec un sourire mystérieux. « En quelque sorte, ma chère Marie-Jeanne, une visite que j'attends depuis très longtemps. » Élisabeth avait passé l'après-midi dans la bibliothèque du château, cette pièce majestueuse aux boiseries sculptées où s'alignaient les reliures précieuses accumulées par 6 générations de Montclair. Elle compulsait de vieux manuscrits familiaux avec une attention minutieuse, prenant des notes sur un carnet qu'elle gardait toujours près d'elle. Marie-Jeanne l'avait trouvée penchée sur un registre de baptême du XVIIIe siècle, les yeux rougis comme si elle avait pleuré. Elle m'a fait appeler vers 6 heures, poursuit le témoignage de la domestique. Elle m'a demandé qu'on lui serve un repas léger dans ses appartements, du bouillon, un peu de pain, un verre de vin blanc, et m'a prié de faire du feu dans sa chambre car elle avait froid. Puis elle m'a congédié en me disant qu'elle ne voulait pas être dérangée de la soirée. Mais c'est vers minuit que se situe l'épisode le plus troublant de cette dernière journée. Marie-Jeanne, qui souffrait d'insomnie et avait pris l'habitude de veiller tard en reprisant le linge, entendait pas dans l'escalier principal, puis le grincement de la grande porte d'entrée. Intriguée, elle se poste à sa fenêtre qui donne sur la cour d'honneur et voit Élisabeth sortir du château, vêtue d'une longue cape noire et portant un petit sac de voyage. « Madame la baronne m'a vue à ma fenêtre », relate Marie-Jeanne. Elle s'est arrêtée, a levé les yeux vers moi et m'a fait signe d'approcher. Quand je suis descendu, elle m'a remis cette bourse en me recommandant de quitter le château dès le lendemain et de rejoindre ma sœur à Épernay. « Vous avez été une fidèle servante, Marie-Jeanne », m'a-t-elle dit. Vous méritez mieux que de sombrer avec ce navire qui prend l'eau de toutes parts. Quand je lui ai demandé où elle comptait se rendre par ce froid et à cette heure tardive, elle a souri d'une façon qui m'a glacé le sang. Un sourire à la fois doux et terrifiant. Et m'a répondu « Là où tout a commencé, ma chère Marie-Jeanne, là où tout doit finir selon la justice divine. » Puis elle a disparu dans la nuit, et c'est la dernière fois que je l'ai vue vivante. Les premiers jours suivant la disparition d'Élisabeth de Montclair se déroulent dans une atmosphère de confusion et de murmures qui empoisonne progressivement toute la région. Le château, privé de ses derniers domestiques qui ont suivi le conseil de Marie-Jeanne et quitté les lieux, devient rapidement la proie des créanciers qui se disputent les maigres biens restants avec l'avidité de charognards. Maître Pellerin, le notaire familial, tente de maintenir un semblant d'ordre juridique dans ce chaos. Mais l'absence de corps complique singulièrement les procédures légales. La loi exige un délai de plusieurs années avant de pouvoir déclarer officiellement la mort d'une personne disparue et les autorités civiles se montrent réticentes à prendre des mesures exceptionnelles dans une affaire qui implique une famille aristocratique, même ruinée. Le sous-préfet de Reims, M. de Chaumont, homme prudent et soucieux de sa carrière, préfère temporiser plutôt que de prendre des initiatives qui pourraient lui être reprochées par ses supérieurs.
L'affaire Moncler, comme on commence à l'appeler dans les couloirs de la préfecture, devient un dossier que chacun se repasse sans vouloir en assumer la responsabilité. C'est dans ce contexte trouble que surgissent les premiers témoignages contradictoires qui vont transformer cette simple disparition en énigme troublante. Jacques Moreau, voyageur de commerce spécialisé dans la vente de tissus aux communautés religieuses, affirme avec force détail avoir aperçu une femme correspondant exactement à la description d'Élisabeth près du couvent de Sainte-Adèle, 3 jours après sa disparition. C'était vers 2 heures de l'après-midi, déclare-t-il au brigadier de gendarmerie de Reims. Je revenais de ma tournée chez les Sœurs de la Visitation de Châlons et je m'arrêtais toujours à Sainte-Adèle sur le chemin du retour. J'ai vu cette dame près du portail du couvent. Elle portait une cape noire et semblait hésiter à frapper. Quand elle m'a aperçu, elle a rabattu sa capuche sur son visage et s'est éloignée rapidement vers le bois de chêne qui borde la propriété. Ce témoignage semble d'autant plus crédible que Jacques Moreau connaissait Élisabeth de vue pour l'avoir croisée plusieurs fois lors de ses visites commerciales au château. Mais quand les gendarmes interrogent Mère Angélique de Beaumont, la supérieure dément formellement et avec une froideur glaciale avoir reçu la visite de la baronne ou de toute autre personne étrangère à la communauté durant cette période. Nous observons la clôture stricte, déclare-t-elle d'une voix blanche. Aucune femme du monde n'a franchi notre seuil depuis la Chandeleur. Nos journées se déroulent selon un rythme immuable de prière et de travail qui ne laisse place à aucune fantaisie mondaine. Si cette personne prétend avoir vu Madame de Moncler près de notre couvent, elle se trompe ou ment délibérément. Les sœurs interrogées séparément semblent partager cette version avec une unanimité troublante qui surprend les enquêteurs. Sœur Marie-Thérèse de l'Immaculée Conception, la portière chargée de l'accueil des visiteurs, déclare n'avoir ouvert la porte à personne d'autre qu'au père Dubois, venu célébrer la messe quotidienne, et au facteur qui apporte le courrier. Sœur Bernadette du Sacré-Cœur, responsable du poulailler et des jardins, affirme qu'aucun étranger n'a été aperçu dans les parages de la clôture. Pourtant, Sœur Marie-Claire de la Nativité, une jeune novice de 22 ans d'origine modeste, qui assistait la portière dans ses tâches quotidiennes, confie en secret au père Dubois, lors d'une confession particulièrement troublée, avoir entendu des voix féminines dans l'ancienne aile du couvent, celle qui avait été partiellement murée après l'incendie mystérieux survenu en 1823. Des voix qui priaient, mon père, précise-t-elle dans un murmure chargé d'angoisse, mais d'une manière si désespérée, si déchirante, que j'en ai eu des cauchemars pendant des semaines. On aurait dit des lamentations venues de l'enfer, plutôt que des prières montant vers le ciel. J'ai cru d'abord que c'était le vent qui s'engouffrait dans les couloirs abandonnés, mais le ton était trop humain, trop douloureux pour être celui des éléments. Ce récit troublant, consigné dans les notes personnelles du confesseur avec la minutie d'un homme habitué à démêler le vrai du faux dans les confidences de ses pénitentes, fait état de phénomènes qui auraient débuté précisément le 21 février, soit 3 jours après la disparition d'Élisabeth. La jeune novice décrit des gémissements qui s'élevaient vers minuit et persistaient jusqu'aux premières lueurs de l'aube, suivis parfois de silences si absolus qu'ils semblaient plus effrayants encore que les plaintes elles-mêmes. L'enquête menée par les autorités civiles révèle rapidement l'ampleur catastrophique des difficultés financières de la famille de Moncler. Les dettes s'élèvent à plus de 80 000 francs, une somme colossale qui dépasse de loin la valeur du domaine même en incluant les terres, le château et tous les biens mobiliers. Cette situation désespérée explique en partie la disparition de la baronne, qui aurait pu fuir ses créanciers pour recommencer une nouvelle vie sous une fausse identité. Mais plus troublante encore est la découverte, dans le secrétaire personnel d'Élisabeth, d'une correspondance volumineuse avec un certain Monsieur Auguste de Belmont, banquier parisien spécialisé dans les affaires délicates de l'aristocratie en difficulté. Cet homme, dont l'existence même semble nimbée de mystère, dirige depuis un hôtel particulier du faubourg Saint-Germain une officine financière qui prête à des taux usuraires aux familles nobles aux abois.
Ces lettres, au nombre de 17, étalées sur une période de 6 mois précédant la disparition, révèlent l'existence de négociations complexes dont le contenu exact ne sera jamais divulgué publiquement. Les autorités judiciaires, soucieuses de préserver la réputation de familles influentes, se contentent d'évoquer pudiquement des arrangements particuliers et des garanties d'une nature inhabituelle, sans préciser davantage. Le père Dubois, qui eut accès à cette correspondance en tant qu'exécuteur spirituel désigné par Élisabeth dans un testament holographe découvert après sa disparition, note dans son journal personnel avec l'amertume d'un homme dont la foi en la bonté humaine a été ébranlée. « J'ai lu des choses qui ébranlent ma confiance en la divine providence et me font douter de la possibilité du salut pour certaines âmes. Comment une femme si noble, si pieuse en apparence, a-t-elle pu consentir à de telles extrémités? Quels démons l'ont poussée à hypothéquer non seulement ses biens terrestres, mais peut-être aussi le salut éternel de son âme? Ou ces allusions énigmatiques du confesseur laissent supposer qu'Élisabeth avait accepté des conditions particulièrement dégradantes pour obtenir les fonds nécessaires au maintien de son train de vie. Certains esprits malveillants murmurent qu'elle aurait pu servir d'intermédiaire dans des trafics illicites, ou prêter son nom et son rang à des opérations douteuses orchestrées par le mystérieux banquier parisien. Les semaines s'égrènent dans une attente angoissante, ponctuée de faux espoirs et de découvertes troublantes. Le printemps arrive avec ses promesses de renouveau, mais l'affaire Montclair demeure un mystère qui empoisonne l'atmosphère de toute la région comme un miasme pestilentiel. Les commérages vont bon train dans les salons de Reims et les chaumières des villages environnants, chacun y allant de sa théorie sur la disparition de la baronne. Certains penchent pour la fuite pure et simple. Ruinée et couverte de dettes, Élisabeth aurait rejoint l'Amérique ou l'Angleterre sous une fausse identité, abandonnant un passé devenu insupportable. Cette hypothèse séduit les esprits rationnels qui refusent d'envisager des explications plus sombres. D'autres évoquent un suicide discret, la baronne ayant choisi de disparaître dans quelque gouffre ou rivière pour épargner à sa famille la honte d'un scandale public. Les plus imaginatifs murmurent des histoires d'enlèvement orchestrées par des créanciers sans scrupules ou des complots politiques impliquant les réseaux légitimistes qui tentent de déstabiliser le régime de Louis-Philippe. Dans les cabarets de Reims, on raconte que la baronne aurait été l'agent secret de la duchesse de Berry et que sa disparition serait liée aux menées conspirationnistes qui agitent encore certains milieux aristocratiques. C'est dans ce climat de suspicion généralisée qu'intervient un personnage jusqu'alors resté dans l'ombre. Augustin de Rochefort, cousin éloigné d'Élisabeth par sa grand-mère paternelle et ancien capitaine de dragons reconverti dans le négoce des vins après avoir quitté l'armée en 1830. Homme pragmatique de 48 ans, au visage buriné par les campagnes militaires et les négociations commerciales, il n'entretient avec la branche principale de la famille que des relations distantes mais cordiales. Sa motivation à entreprendre ses propres recherches procède moins de l'affection familiale que de préoccupations bassement matérielles. Comme cousin survivant, il estime avoir des droits sur certains biens des Montclair, notamment une propriété viticole dans la région d'Épernay que son grand-père avait léguée à la famille à condition qu'elle revienne au Rochefort en cas d'extinction de la lignée directe. Ces investigations le mènent d'abord dans les archives poussiéreuses du notariat de Reims, où il passe de longues heures à déchiffrer des actes anciens et des contrats de famille remontant au siècle précédent. Sa formation militaire lui a donné le goût de l'ordre et de la méthode. Il procède systématiquement, établit des fiches, recoupe les informations avec la patience d'un enquêteur professionnel. C'est ainsi qu'il découvre l'existence d'un testament holographe rédigé par Élisabeth 3 mois avant sa disparition, document dont l'existence avait été soigneusement dissimulée par Maître Pellerin sur ordre explicite de la testatrice. Ce testament, d'une écriture tremblante qui tranche avec l'assurance habituelle de la baronne, lègue l'intégralité de ses biens personnels, bijoux, meubles, argenterie, bibliothèque, au couvent de Sainte-Adèle,
en expiation des fautes commises par sa lignée et en réparation des souffrances causées par son orgueil et son aveuglement. Cette formulation énigmatique intrigue profondément Augustin de Rochefort, qui connaît suffisamment l'histoire de sa famille pour savoir que les relations entre les Montcler et le couvent n'ont jamais été particulièrement étroites depuis la fondation de l'établissement religieux. Certes, la tradition veut que Dame Isabelle de Montcler ait créé le couvent au XIVe siècle pour expier un péché mystérieux, mais cette légende familiale n'explique pas pourquoi Élisabeth se sentait personnellement redevable envers les religieuses. Intrigué par cette découverte et déterminé à comprendre les motivations de sa cousine, Augustin se rend au couvent de Sainte-Adèle pour s'entretenir avec Mère Angélique de Beaumont. Le trajet à cheval par les chemins boueux de Mars lui donne le temps de préparer ses questions et d'observer les lieux avec l'œil exercé d'un homme habitué à jauger les situations rapidement. Le couvent se dresse au sommet d'une colline boisée, ses murailles de pierre blonde émergeant des frondaisons naissantes comme une vision mystique. L'architecture sobre mais élégante témoigne de la richesse de ses fondateurs et de la piété sincère de ceux qui l'ont conçu comme un refuge pour les âmes en peine. Mais quelque chose dans l'atmosphère des lieux met Augustin mal à l'aise. Un silence trop parfait, une immobilité qui semble contre nature. La supérieure, femme de 60 ans au visage émacié par les jeûnes et les veilles, le reçoit dans le parloir avec une froideur qui confine à l'hostilité. Vêtue de l'habit noir des bénédictines, un grand crucifix d'argent barrant sa poitrine, elle incarne l'austérité monastique poussée à son extrême. Ses yeux gris acier semblent percer les âmes et mettre à nu les consciences les plus endurcies. « Monsieur de Rochefort », déclare-t-elle d'une voix blanche qui résonne étrangement dans la pièce aux murs nus, « je ne vois pas en quoi les affaires de notre communauté peuvent intéresser un homme du monde tel que vous. Nous vivons selon la règle de Saint Benoît, dans la prière et le travail, à l'écart des agitations du siècle. » Augustin, habitué aux négociations difficiles par ses années de commerce, emploie d'abord la diplomatie. Il se présente comme le parent inquiet d'une femme disparue, désireux de comprendre les dernières volontés de sa cousine pour honorer sa mémoire. Mais Mère Angélique demeure inflexible. Elle confirme l'existence du testament et sa validité juridique, mais refuse catégoriquement de révéler les circonstances dans lesquelles il lui est parvenu ou les raisons qui ont pu motiver cette générosité posthume. « Madame la baronne était une âme en peine », déclare-t-elle finalement après un long silence pesant, une créature rongée par le remords et la culpabilité. Elle cherchait la réconciliation avec le Très-Haut par tous les moyens possibles, y compris les plus extrêmes. Si Dieu a jugé bon de l'appeler à lui dans sa miséricorde infinie, nous devons nous incliner devant sa volonté souveraine et ne pas chercher à percer des mystères qui nous dépassent. Cette explication, débitée d'un ton monocorde qui exclut toute discussion, ne satisfait nullement Augustin de Rochefort. L'ancien militaire flaire l'esquive et devine que la religieuse lui cache une part essentielle de la vérité. Il insiste avec la politesse tenace de qui n'a pas l'habitude d'essuyer des refus, mais se heurte à un mur de silence que rien ne semble pouvoir fissurer. Devant cette obstination, Augustin change de tactique et sollicite une audience auprès de Monseigneur Gousset, archevêque de Reims, prélat influent dont la réputation de droiture et d'intelligence lui vaut le respect de tous les partis. L'homme d'église, informé des circonstances troublantes entourant la disparition d'une de ses ouailles, accepte de recevoir le cousin de la baronne dans son palais épiscopal. La rencontre se déroule dans le bureau privé de l'archevêque, vaste pièce aux boiseries sculptées où s'alignent des reliures précieuses et des objets d'art religieux accumulés au fil des siècles. Monseigneur Gousset, homme de 75 ans à la barbe blanche et au regard perçant, écoute attentivement le récit d'Augustin avant de prendre une décision qui va faire basculer l'enquête. « Monsieur de Rochefort », déclare-t-il après une longue réflexion, « les circonstances exceptionnelles de cette affaire justifient des mesures tout aussi exceptionnelles. Je vous autorise à examiner les registres du couvent de Sainte-Adèle, sous la surveillance du père Dubois, qui vous servira de guide et de témoin.
Peut-être trouverez-vous dans ces archives les réponses que vous cherchez. Cette autorisation officielle contraint Mère Angélique à ouvrir ses archives à l'enquêteur improvisé. Mais elle le fait avec une mauvaise grâce évidente qui ne fait qu'attiser les soupçons d'Augustin. Accompagné du père Dubois, vieillard tremblant mais à l'esprit encore alerte, il passe 3 journées entières à compulser les registres poussiéreux entreposés dans une cellule voûtée qui sert de scriptorium. C'est en examinant ces documents jaunis par le temps qu'Augustin fait une découverte qui va bouleverser sa compréhension de l'affaire. Le nom d'Élisabeth de Montcler apparaît dans les archives du couvent. Non pas comme bienfaitrice récente, mais comme pensionnaire temporaire, en 1823, l'année même de l'incendie mystérieux qui avait ravagé l'aile orientale de l'établissement. « Regardez cette inscription », murmure-t-il au père Dubois en pointant du doigt une ligne écrite à l'encre pâlie. Madame Élisabeth de Clermont, entrée le 15 mars 1823, sortie le... La date a été effacée, mais on peut encore deviner le 8 septembre, soit près de 6 mois de séjour. Le vieux prêtre chausse ses besicles et examine attentivement le registre. Son visage se décompose progressivement, tandis qu'il prend conscience des implications de cette découverte. En 1823, Élisabeth de Montcler était déjà mariée depuis 3 ans et mère d'un enfant de 2 ans. Que faisait-elle dans un couvent sous un faux nom? Et pourquoi cette information avait-elle été si soigneusement dissimulée? Mon Dieu, murmure le père Dubois d'une voix brisée. Je commence à comprendre pourquoi ces confessions des derniers mois étaient si troublantes. Elle portait ce secret depuis 24 ans et il l'a finalement détruite. Les 2 hommes poursuivent leurs recherches avec une attention redoublée et d'autres éléments troublants émergent progressivement des archives. Les comptes du couvent pour l'année 1823 mentionnent des frais exceptionnels pour soins médicaux, s'élevant à la somme considérable de 300 francs, ainsi que les honoraires d'une sage-femme, Madame Joséphine Berthelot, réputée dans toute la région pour sa discrétion dans les affaires délicates touchant les familles de la haute société. Plus révélateur encore, le registre des messes fait état de plusieurs services funèbres célébrés durant l'été 1823 pour une âme innocente rappelée prématurément à Dieu, formulation euphémique qui désigne traditionnellement les enfants morts-nés ou décédés en bas âge. Ces mentions coïncident exactement avec la période du séjour d'Élisabeth au couvent et se terminent brutalement le 8 septembre, date de l'incendie qui détruisit partiellement l'aile orientale du bâtiment. Nous tenons là le cœur du mystère, déclare Augustin à mi-voix. Élisabeth était venue accoucher en secret au couvent, l'enfant est mort, et l'incendie a servi à effacer toutes les traces de cette tragédie. Le père Dubois, bouleversé par ces révélations qui éclairent d'un jour nouveau la personnalité torturée de sa pénitente, acquiesce silencieusement. Tout s'explique désormais. Les crises de conscience des derniers mois, les allusions à des fautes inavouables, l'obsession de la réparation et de l'expiation qui avait fini par consumer l'âme d'Élisabeth. Déterminé à reconstituer entièrement cette tragédie familiale, Augustin entreprend de retrouver la trace de Madame Berthelot, la sage-femme qui avait assisté Élisabeth lors de cet accouchement clandestin. Ses recherches le mènent d'abord chez les apothicaires de Reims, puis dans les registres de l'état civil, avant qu'un ancien domestique du château ne lui apprenne que la vieille femme s'est retirée dans un petit logement d'Épernay, vivant chichement de ses économies et de la charité de sa fille. Cette révélation ouvre une brèche béante dans la version officielle des événements et transforme une simple disparition en tragédie familiale d'une ampleur insoupçonnée. En 1823, Élisabeth de Montcler était déjà mariée depuis 3 ans au baron Édouard et mère d'un petit garçon de 2 ans. L'héritier légitime qui devait perpétuer la lignée. Que faisait-elle dans un couvent sous une fausse identité? Et surtout, de qui était cet enfant dont la mort avait nécessité tant de précautions et de dissimulation? Si cette découverte troublante vous a donné des frissons d'angoisse, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'Élisabeth cachait vraiment dans son passé. Quelle faute terrible avait-elle commise pour mériter un tel châtiment?
Les recherches d'Augustin de Rochefort dans les archives paroissiales de la région révèlent progressivement une vérité plus sombre et plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. En recoupant les dates et les témoignages, il reconstitue peu à peu les circonstances qui avaient conduit Élisabeth au couvent en ce printemps de 1823. À cette époque, le baron Édouard de Montclerc avait entrepris un voyage d'affaires de plusieurs mois en Allemagne pour tenter de sauver les finances familiales déjà compromises par de mauvais investissements. Son absence, qui devait durer de février à octobre 1823, avait laissé sa jeune épouse seule au château avec leur fils et une domesticité réduite au strict minimum pour économiser les gages. Durant cette période d'isolement, Élisabeth avait officiellement séjourné chez une tante paternelle à Paris, Madame de Beaulieu, veuve fortunée qui tenait salon dans le faubourg Saint-Germain. Cette version, soigneusement orchestrée et confirmée par de fausses lettres conservées dans les archives familiales, avait permis de justifier une absence de 6 mois sans éveiller les soupçons de l'entourage proche. Mais les registres du couvent prouvent de manière irréfutable qu'Élisabeth se trouvait en réalité à Sainte-Adèle, inscrite sous le nom de Madame de Clermont, veuve en retraite spirituelle. Cette fausse identité, soigneusement construite avec la complicité de Mère Angélique, lui permettait de séjourner dans l'établissement religieux sans compromettre sa réputation ni celle de sa famille. Plus troublant encore, les comptes détaillés du couvent pour cette période révèlent des dépenses tout à fait inhabituelles pour un établissement religieux. Achat de médicaments coûteux, honoraires d'un médecin de Reims venant en consultation 3 fois par semaine, frais pour nourriture spéciale et linge particulier. Ces mentions suggèrent qu'Élisabeth bénéficiait d'un traitement de faveur incompatible avec la règle monastique habituelle. Le nom de Madame Joséphine Berthelot apparaît régulièrement dans ses comptes à partir du mois de juin, avec des honoraires substantiels qui confirment sa présence prolongée au couvent. Cette sage-femme de 50 ans, veuve d'un chirurgien de Reims, jouissait d'une réputation excellente dans les milieux aristocratiques pour sa compétence médicale, mais surtout pour sa discrétion absolue dans les affaires délicates. Son carnet personnel, qu'elle tenait avec la précision d'un registre commercial, mentionne son séjour à Sainte-Adèle du 20 juin au 15 septembre 1823, soit près de 3 mois de présence continue. Cette durée exceptionnelle suggère une grossesse difficile ou des complications postnatales nécessitant une surveillance médicale prolongée. Augustin parvient finalement à retrouver la trace de Madame Berthelot, désormais âgée de 70 ans, et retirée dans un petit logement de 2 pièces au-dessus d'une boulangerie d'Épernay. La vieille femme, d'abord méfiante face à cet inconnu qui l'interroge sur des événements vieux de 24 ans, finit par accepter de parler contre une somme d'argent qui lui permettra de finir ses jours dans la dignité. « Ah, Madame de Clermont !» soupire-t-elle en s'installant péniblement dans son fauteuil près de la fenêtre. « Je savais bien qu'un jour ou l'autre, quelqu'un viendrait me poser des questions sur cette affaire. J'ai gardé le secret pendant toutes ces années, mais à mon âge, les morts n'ont plus le même poids que les vivants. » Son récit, consigné avec soin dans les notes personnelles d'Augustin, révèle une tragédie familiale d'une ampleur et d'une noirceur insoupçonnées. En 1823, Élisabeth de Montclerc était effectivement enceinte d'un enfant qui n'était pas de son mari, parti en voyage depuis plusieurs mois. Mais l'identité du père biologique dépasse en scandale tout ce qu'Augustin avait pu imaginer. Le père de cet enfant, révèle Madame Berthelot d'une voix brisée par l'émotion et les souvenirs, c'était l'abbé François de Belmont, neveu du fameux banquier parisien et aumônier du château depuis 5 ans. Un homme jeune et beau, d'une 30aine d'années, qui avait su gagner la confiance de toute la famille par sa piété apparente et ses manières raffinées. Cette révélation frappe Augustin comme un coup de tonnerre. L'abbé de Belmont, membre d'une famille influente du clergé parisien et destiné aux plus hautes charges ecclésiastiques, avait abusé de sa position de confesseur et de directeur spirituel pour séduire la châtelaine isolée. Le scandale, s'il avait éclaté, aurait ruiné les 2 familles et détruit à jamais la carrière prometteuse du jeune prêtre. Pour éviter le déshonneur qui aurait éclaboussé tant de monde, poursuit Madame Berthelot,
Un accord secret avait été conclu entre Mère Angélique, l'abbé de Belmont et Madame la baronne. L'enfant naîtrait discrètement au couvent, serait déclaré mort-né, et Élisabeth reprendrait sa vie d'épouse et de mère comme si rien ne s'était passé. Mais ce plan soigneusement orchestré avait été contrarié par la providence ou la malédiction divine, selon la perspective que l'on adopte. L'enfant, un petit garçon né au terme d'un accouchement difficile dans la nuit du 15 août 1823, était effectivement venu au monde chétif et souffreteux. Ses poumons fragiles et sa constitution délicate avaient inquiété dès les premiers jours Madame Berthelot, qui avait tenté en vain de le sauver par tous les moyens de l'art médical de l'époque. Le pauvre petit a lutté pendant 3 semaines, raconte la sage-femme les larmes aux yeux. Il avait du mal à respirer, ne prenait pas le sein, maigrissait de jour en jour malgré tous nos soins. Madame la baronne ne voulait pas qu'on l'emmène, elle voulait le garder près d'elle encore quelques jours, espérant toujours un miracle qui ne venait pas. L'agonie de l'enfant avait été un calvaire pour sa mère, qui oscillait entre l'espoir fou d'une guérison et le désespoir de voir dépérir cette créature née de l'amour et du péché. Elle passait ses journées et ses nuits au chevet du berceau, priant avec une ferveur qui touchait même les religieuses les plus endurcies, refusant de s'alimenter ou de se reposer. Elle était devenue comme folle de douleur, se souvient Madame Berthelot. Elle parlait à l'enfant mourant comme s'il pouvait la comprendre, lui demandait pardon pour l'avoir condamné à cette existence misérable, lui promettait qu'il se retrouverait dans l'autre monde où il n'y aurait plus ni péché ni souffrance. La mort de l'enfant, survenue dans la nuit du 6 septembre 1823, avait plongé Élisabeth dans un état de prostration totale qui inquiétait gravement son entourage. Elle refusait qu'on emporte le petit corps et s'était barricadée avec lui dans sa cellule, tenant des discours incohérents sur la justice divine et la nécessité d'expier leurs fautes communes. C'est alors que Mère Angélique, femme pragmatique malgré sa piété sincère, avait pris une décision terrible qui allait hanter le couvent pendant des décennies. Plutôt que de risquer un scandale qui aurait éclaboussé l'établissement religieux et ses puissants protecteurs, elle avait choisi de faire disparaître définitivement toute trace de cette tragédie par le moyen le plus radical qui soit. L'incendie de 1823 n'était donc pas le fruit du hasard, ni d'une négligence quelconque, mais l'épilogue dramatique d'une conspiration soigneusement orchestrée par des personnes prêtes à tout pour préserver leurs secrets. Selon le témoignage accablant de Madame Berthelot, l'enfant d'Élisabeth était effectivement mort dans sa chambre du couvent la nuit du 6 septembre, emporté par une fièvre que ses poumons fragiles n'avaient pu supporter malgré 3 semaines de lutte acharnée. Folle de douleur et de culpabilité, la jeune mère avait refusé qu'on emporte le petit corps et s'était enfermée avec lui dans ses appartements de l'aile orientale. Elle tenait des discours délirants sur la nécessité de mourir avec son enfant pour expier ensemble leurs péchés, repoussant violemment tous ceux qui tentaient de l'approcher ou de la raisonner. Madame la baronne était comme possédée par tous les démons de l'enfer, rapporte Madame Berthelot d'une voix tremblante. Elle serrait le petit corps contre elle en répétant qu'ils étaient maudits tous les deux, que Dieu les avait condamnés pour leurs péchés, qu'elle ne méritait pas de vivre après avoir donné naissance à un enfant du déshonneur. Face à cette situation désespérée qui menaçait de dégénérer en scandale public, Mère Angélique avait convoqué une réunion secrète avec l'abbé de Belmont et 2 autres complices, le docteur Martineau, médecin personnel de la famille, et maître du Moulin, notaire discret spécialisé dans les affaires délicates de l'aristocratie. Ensemble, ils avaient échafaudé un plan diabolique pour effacer définitivement toute trace de cette tragédie. L'incendie qui ravagerait l'aile orientale du couvent serait présenté comme un accident domestique, une chandelle renversée dans une cellule inoccupée, et permettrait de faire disparaître simultanément le corps de l'enfant et tous les témoignages matériels de son passage sur Terre. Mère Angélique m'a expliqué son plan la veille de l'incendie, révèle Madame Berthelot.
Elle allait droguer Madame la baronne avec du laudanum pour l'endormir profondément, puis mettre le feu à l'aile orientale en plaçant le corps de l'enfant dans les flammes. Quand on découvrirait l'incendie, on évacuerait Élisabeth inconsciente en expliquant qu'elle avait été intoxiquée par les fumées. Ce plan macabre avait été exécuté avec une précision chirurgicale dans la nuit du 8 septembre 1823. Vers minuit, Mère Angélique s'était introduite dans la cellule d'Élisabeth avec un verre de lait additionné d'une forte dose de laudanum. La malheureuse, épuisée par 3 semaines de veille et de jeûne, avait sombré rapidement dans un sommeil artificiel. La supérieure avait alors pris le corps de l'enfant mort et l'avait transporté dans une cellule vide de l'aile orientale, où l'abbé de Belmont l'attendait avec des fagots et de l'huile d'olive. Ensemble, ils avaient allumé un brasier qui s'était rapidement propagé aux boiseries sèches et aux manuscrits entreposés dans cette partie du bâtiment. Quand l'alarme avait été donnée vers 2 heures du matin, tout le couvent s'était mobilisé pour lutter contre les flammes qui dévoraient l'aile orientale. Dans la confusion générale, Mère Angélique avait fait évacuer Élisabeth toujours inconsciente, en expliquant qu'elle l'avait trouvée évanouie dans sa cellule, intoxiquée par les fumées. L'incendie a duré jusqu'à l'aube, se souvient Madame Berthelot. Quand il s'est enfin éteint, toute l'aile orientale était détruite, et avec elle toutes les preuves du séjour de Madame la baronne et de la naissance de son enfant. Officiellement, seuls des manuscrits et quelques cellules inoccupées avaient brûlé. Le corps de l'enfant, entièrement consumé par les flammes, n'avait jamais été retrouvé. Les quelques ossements calcinés découverts dans les décombres avaient été attribués à d'anciens ossements conservés dans la bibliothèque monastique pour les études d'anatomie. Personne n'avait songé à y voir les restes d'un nouveau-né mort quelques jours plus tôt. Élisabeth, officiellement victime d'un malaise dû aux fumées de l'incendie, avait été transportée chez des amis de la famille pour sa convalescence. Quand elle avait repris conscience 3 jours plus tard, Mère Angélique lui avait expliqué que son enfant était mort dans l'incendie et qu'il n'en restait rien. Madame la baronne était comme morte elle aussi cette nuit-là, poursuit Madame Berthelot. Quand elle a appris que le corps de son petit avait disparu dans les flammes, qu'elle ne pourrait même pas lui donner une sépulture chrétienne, elle a poussé un cri si déchirant que je l'entends encore dans mes cauchemars. Mère Angélique lui avait alors fait jurer le silence absolu sur tout ce qui s'était passé, en échange de quoi l'Église se chargerait de faire dire des messes pour le repos de l'âme de l'enfant et de maintenir le secret sur cette tragédie familiale. L'abbé de Belmont, de son côté, avait quitté précipitamment la région pour rejoindre un poste à Rome, officiellement pour approfondir ses études théologiques. Ce pacte du silence a tenu pendant 24 ans, conclut Madame Berthelot. Mais je savais qu'un jour, la vérité finirait par éclater. On ne peut pas enterrer un tel secret sans qu'il revienne hanter les vivants. Ce témoignage accablant révèle enfin les véritables motivations qui avaient poussé Élisabeth à renouer contact avec le couvent dans les derniers mois de sa vie. Les lettres retrouvées dans ses papiers prouvent qu'elle avait tenté de faire chanter Mère Angélique, menaçant de révéler la vérité sur l'incendie de 1823 si le couvent ne l'aidait pas financièrement à éponger ses dettes. Mais la supérieure, devenue avec l'âge encore plus calculatrice et impitoyable, avait retourné la situation à son avantage avec un machiavélisme consommé. Elle avait proposé à Élisabeth un marché bien différent de celui escompté. En échange de son silence définitif et de sa propre disparition, elle pourrait enfin rejoindre son enfant dans la mort et recevoir une sépulture dans le cimetière du couvent, aux côtés du petit être qu'elle pleurait depuis 24 ans. C'est ainsi qu'Élisabeth de Montclair était revenue au couvent de Sainte-Adèle par cette nuit glaciale de février 1847, non pas en fugitive tentant d'échapper à ses créanciers, mais en pénitente venue accomplir un sacrifice ultime qui devait racheter à ses yeux toutes les fautes du passé. Mère Angélique l'avait accueillie dans l'ancienne aile détruite, celle qui n'existait plus officiellement depuis l'incendie de 1823, mais dont les ruines servaient encore d'abri aux vagabonds et aux âmes perdues. Dans ces murs noircis par les flammes et rongés par l'humidité,
La supérieure avait orchestré une macabre cérémonie expiatoire, avec la précision rituelle d'un sacrifice antique. Elle avait convaincu Élisabeth que seule une mort volontaire dans le lieu même où son enfant avait péri pourrait racheter le péché originel qui les avait condamnés tous les deux. Les cordes bénites qui entravaient les poignets de la baronne n'étaient pas l'instrument d'un meurtre, mais les liens d'un vœu terrible qu'elle s'était imposé sous la direction spirituelle de Mère Angélique. Mourir de froid et de faim dans les ruines du couvent, en expiation de l'adultère qui avait causé la naissance et la mort de son enfant illégitime. Madame la baronne était convaincue que cette mort volontaire lui ouvrirait les portes du purgatoire, explique Madame Berthelot. Mère Angélique lui avait promis qu'en mourant de cette façon, dans la souffrance et le repentir, elle pourrait enfin retrouver son petit dans l'au-delà et obtenir le pardon divin. Mère Angélique avait veillé Élisabeth durant ces dernières heures avec la sollicitude apparente d'une sainte femme assistant une mourante, récitant des prières pour les âmes en peine et s'assurant que sa pénitente ne changerait pas d'avis au dernier moment. Elle lui apportait quotidiennement un peu d'eau et de pain, juste assez pour prolonger l'agonie sans lui permettre de survivre. La baronne a mis 5 jours à mourir, révèle le témoignage secret de sœur Marie-Claire, la jeune novice qui avait entendu les gémissements nocturnes. 5 jours et 5 nuits pendant lesquelles elle priait sans cesse, demandant pardon à Dieu et à son enfant mort. Vers la fin, elle délirait et croyait voir le petit qui lui tendait les bras. Quand Élisabeth avait enfin rendu son dernier souffle dans la matinée du 26 février 1847, Mère Angélique avait fait creuser discrètement une fosse dans le petit cimetière du couvent, près d'une tombe sans nom qui abritait depuis 24 ans quelques ossements calcinés récupérés dans les décombres de l'incendie. Tout ce qui restait de l'enfant, que personne n'avait jamais officiellement pleuré. Les registres officiels mentionnent simplement qu'Élisabeth de Montclair est décédée de maladie au couvent de Sainte-Adèle, où elle s'était retirée pour finir ses jours dans la prière et la pénitence. Seul Augustin de Rochefort, le père Dubois et Madame Berthelot connaissent la véritable vérité, mais ils ont choisi de l'emporter avec eux dans la tombe, plutôt que de ternir la mémoire des morts et de détruire la réputation du couvent. Le mystérieux banquier Auguste de Belmont, qui s'avère être le frère de l'ancien abbé François de Belmont, reconverti dans les affaires après son retour de Rome, fait effacer toute trace de sa correspondance avec Élisabeth. Les dettes de la baronne sont mystérieusement épongées par un bienfaiteur anonyme, permettant la vente honorable du château et des terres à une famille de négociants champenois. Le couvent de Sainte-Adèle ferme définitivement ses portes en 1871, officiellement par manque de vocation religieuse dans une société de plus en plus sécularisée. Mère Angélique de Beaumont, morte dans son lit à l'âge de 85 ans, a été enterrée avec tous les honneurs dus à une sainte femme qui avait consacré sa vie au service de Dieu et de ses semblables. Dans son testament spirituel, elle lègue au diocèse de Reims une somme considérable de 15 000 francs dont l'origine n'a jamais été élucidée, accompagnée d'une lettre scellée qui ne devra être ouverte que 100 ans après sa mort. Cette lettre, qui repose encore dans les archives secrètes de l'archevêché, contient peut-être les derniers secrets de cette tragédie familiale. Les ruines du couvent ont été rasées en 1889 pour faire place à un vignoble qui produit aujourd'hui encore quelques-uns des meilleurs champagnes de la région. Mais les ouvriers chargés des travaux de terrassement ont découvert, dans les fondations de l'ancienne aile orientale, des ossements humains de taille adulte et infantile, étrangement entremêlés, comme si la mort avait voulu réunir dans la terre ceux que la vie avait séparés. Ces restes ont été transférés discrètement dans le cimetière communal de la commune voisine, dans une fosse commune sans inscription ni pierre tombale. Le maire de l'époque, homme pragmatique et peu enclin aux superstitions, avait préféré éviter les questions embarrassantes en faisant disparaître ces témoins gênants d'un passé trop lourd de secrets. Pourtant, les années ont passé sans effacer complètement la mémoire de ces événements tragiques. Aujourd'hui encore, les vignerons de la région évitent de travailler seuls dans cette parcelle les soirs d'hiver, quand le vent du nord apporte avec lui des senteurs d'encens et de cierges éteints.
Ils prétendent entendre parfois, portés par les bourrasques glaciales, des voix de femmes qui récitent des prières d'une tristesse infinie, ponctuées de sanglots qui semblent monter des profondeurs de la terre. Mais ce ne sont là que superstitions de gens simples, diront les sceptiques qui refusent de croire aux manifestations d'outre-tombe. Pourtant, dans les archives de l'évêché de Reims, un document officiel daté de 1892 mentionne une demande formelle adressée au Vatican pour faire exorciser un terrain où des phénomènes inexpliqués troublent les consciences pieuses et ébranlent la foi des fidèles les plus solides. Cette requête, signée de la main tremblante de Monseigneur Landrieux, successeur de Monseigneur Gousset, fait état de témoignages concordants recueillis auprès de personnes de bonne foi et de moralité irréprochable, qui attestent de manifestations troublantes sur l'ancienne propriété du couvent. Des lumières blanchâtres aperçues dans les vignes par les nuits sans lune, des plaintes enfantines portées par le vent d'automne, des parfums de roses fanées qui s'élèvent de la terre retournée. Plus inquiétante encore, plusieurs ouvriers agricoles ont rapporté avoir découvert, en labourant certaines parcelles, des objets inexplicables enfouis dans le sol. Fragments de tissu blanc qui se délitent au contact de l'air, morceaux de cire de cierge qui conservent encore leur odeur d'encens malgré les décennies passées sous terre, petites médailles religieuses noircies par le temps mais portant encore les traces d'inscriptions latines. Le plus troublant de ces témoignages émane du père Augustin Moreau, nouveau curé de la paroisse voisine, homme jeune et rationnel formé dans les meilleurs séminaires de France. Dans une lettre confidentielle à son évêque, il relate sa propre expérience lors d'une visite pastorale dans le vignoble en question. « Excellence », écrit-il, « je dois vous faire part d'un incident qui ébranle mes convictions les plus solidement établies. Ayant été appelé au chevet d'un vigneron malade dans la ferme qui jouxte l'ancien couvent, je traversais le vignoble vers minuit, lorsque j'ai distinctement entendu des voix féminines réciter le De Profundis dans un latin parfait. Ces voix semblaient s'élever du sol même, avec une telle netteté que j'ai d'abord cru à la présence de religieuses en prière. Le jeune prêtre avait cherché l'origine de ces voix dans toute la propriété, inspectant chaque bosquet et chaque bâtiment, mais n'avait trouvé âme qui vive. Plus troublant encore, les chants s'étaient tus dès qu'ils s'étaient approchés, pour reprendre quelques minutes plus tard à un endroit différent, comme si des présences invisibles jouaient avec lui un jeu macabre de cache-cache spirituel. Cette demande d'exorcisme est restée sans réponse officielle du Vatican et le dossier a été classé dans les affaires non résolues avec la mention diplomatique. Phénomène nécessitant une observation prolongée avant toute intervention. Mais officieusement, des prêtres exorcistes ont discrètement visité les lieux à plusieurs reprises entre 1893 et 1895 sans jamais parvenir à un résultat définitif. Le père Sebastiano Toretti, exorciste italien réputé mandaté secrètement par Rome, conclut dans son rapport confidentiel: les manifestations observées sur ce terrain présentent des caractéristiques uniques qui défient les classifications habituelles. Il ne s'agit ni d'une possession démoniaque classique, ni d'un simple phénomène résiduel, mais plutôt d'une forme de hantise familiale où les morts semblent liés à la terre par des liens de culpabilité et d'amour maternel impossibles à briser par les moyens ordinaires. L'expert recommande finalement de laisser le temps accomplir son œuvre purificatrice, estimant que toute intervention forcée risquerait d'aggraver les manifestations plutôt que de les apaiser. Certaines souffrances, écrit-il avec la sagesse de l'expérience, ne peuvent être soulagées que par la prière patiente et la miséricorde divine, non par l'autorité ecclésiastique. Au fil des décennies, les phénomènes se sont progressivement atténués, comme si le temps avait fini par cicatriser les blessures spirituelles qui saignaient encore dans cette terre gorgée de secrets. Les nouvelles générations de vignerons, moins superstitieuses et plus pragmatiques, ont appris à coexister avec ces mystères sans chercher à les élucider. Mais parfois encore,
Lors des vendanges de septembre qui coïncident avec l'anniversaire de l'incendie de 1823, des vendangeurs isolés rapportent avoir aperçu une silhouette féminine vêtue de blanc qui se promène entre les ceps au coucher du soleil, tenant dans ses bras un fardeau invisible qu'elle berce tendrement. Cette apparition toujours fugace et insaisissable disparaît dès qu'on tente de l'approcher, laissant seulement derrière elle un parfum de rose et de lait caillé. Les registres paroissiaux modernes font encore état, chaque 8 septembre, d'une messe anniversaire célébrée pour le repos des âmes oubliées et la paix des morts sans sépulture. Cette tradition, maintenue par les curés successifs sans qu'aucun ne se souvienne de son origine exacte, attire encore quelques fidèles âgés qui viennent prier pour des intentions qu'ils ne nomment jamais explicitement. En 1947, pour le centenaire de la disparition d'Élisabeth de Montclerc, un historien local, M. René Dubois, petit-neveu du père Joachim, entreprend des recherches approfondies sur l'affaire en compulsant les archives familiales héritées de son grand-oncle. Il découvre alors le journal secret du vieux confesseur, document troublant qui révèle l'ampleur de sa culpabilité et de ses remords. « J'aurais dû empêcher cette tragédie », écrit le père Dubois dans ses dernières pages. J'ai compris trop tard qu'Élisabeth ne cherchait pas l'absolution mais la mort, et que Mère Angélique utilisait ma naïveté pour accomplir une vengeance terrible. En gardant le silence, je me suis rendu complice d'un crime déguisé en sacrifice religieux. Ces révélations posthumes éclairent d'un jour nouveau les derniers mois de la vie d'Élisabeth et le rôle trouble joué par la supérieure du couvent. Mais René Dubois, soucieux de préserver la mémoire de son grand-oncle et la réputation de familles encore influentes, choisit de ne publier qu'une version édulcorée de ses découvertes, gardant pour lui les éléments les plus compromettants. Son ouvrage, Mystères et légendes de la Champagne religieuse, paru en 1952, évoque l'affaire Montclerc comme un simple fait divers tragique, sans révéler les liens complexes qui unissaient tous les protagonistes de ce drame. Le public se contente de cette version officielle et la véritable histoire sombre progressivement dans l'oubli. Aujourd'hui, seuls quelques érudits locaux connaissent encore l'existence de cette tragédie familiale qui a marqué l'histoire secrète de la région champenoise. Le château de Montclerc, restauré par ses propriétaires actuels, accueille désormais des touristes venus découvrir l'art de vivre à la française, sans soupçonner les drames qui se sont joués entre ses murs. Le vignoble planté sur l'ancienne propriété du couvent produit un champagne réputé, commercialisé sous l'étiquette Cuvée Sainte-Adèle, en hommage à l'histoire religieuse du terroir. Les amateurs apprécient sa complexité aromatique particulière, cette pointe d'amertume qui persiste en bouche et qu'ils attribuent à la richesse minérale du sol calcaire. Ils ne savent pas que cette terre a été enrichie par d'autres substances que les seuls sédiments géologiques, et que le goût unique de ce champagne pourrait bien porter en lui la mémoire dissoute d'amours interdites et de secrets enterrés. Mais peut-être vaut-il mieux qu'ils l'ignorent, car certaines vérités sont trop lourdes à porter pour les consciences modernes. Dans les caves voûtées où vieillissent les bouteilles, les ouvriers évitent encore de travailler seuls la nuit. Ils prétendent que les bulles du champagne murmurent parfois des secrets dans l'obscurité, et que le silence des profondeurs résonne encore d'échos venus du passé. Mais ces histoires ne sortent jamais des chais, car dans le monde du commerce, les mystères se vendent moins bien que les légendes dorées. Vous croyez que toute la vérité a été révélée sur cette sombre histoire qui a marqué la Champagne du XIXe siècle? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Pensez-vous qu'Élisabeth de Montclerc a vraiment choisi sa propre mort, ou a-t-elle été victime d'une manipulation plus sordide encore? Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les mystères historiques que l'histoire officielle préfère oublier et partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment les secrets enfouis dans les terroirs de France. Car parfois, la réalité dépasse en horreur et en complexité tout ce que l'imagination peut concevoir. L'affaire Montclerc nous rappelle que derrière les façades respectables de l'ancienne société se cachèrent parfois des tragédies d'une noirceur absolue.
où l'honneur familial, la foi religieuse et les convenances sociales servaient de masque aux plus terribles compromissions. Qu'elle repose enfin en paix, Élisabeth de Montclerc, baronne déchue qui a payé de sa vie le prix du silence et des secrets de famille. Son histoire nous enseigne que certaines fautes du passé continuent de hanter les vivants bien au-delà de la mort de leurs auteurs, et que la terre elle-même peut devenir le conservatoire de souffrances que le temps n'arrive pas à effacer. Dans les vignobles de Champagne, quand le vent d'automne fait bruire les feuilles jaunissantes et que la brume s'élève des vallons, on peut encore entendre parfois l'écho lointain d'une berceuse fredonnée par une mère à l'enfant qu'elle n'a jamais pu bercer dans la vie. Et peut-être est-ce là la plus belle et la plus triste des légendes que cette terre puisse encore nous offrir.